Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de ma masterclass. Je vais continuer à dérouler ce que j'appelle des secrets d'écrivain, et puis ensuite vous verrez au fil des épisodes, des 4 épisodes. Il y a un secret pour moi très important, c'est que écrire, c'est transgresser. C'est fondamentalement une transgression. Peut-on tout écrire, au risque d'être jugé par les siens, banni par ses ennemis et carbonisé professionnellement? Jusqu'où faut-il aller trop loin? Il y a une phrase d'Éluard que je trouve sublime. Il faut toujours abuser de sa liberté. Soyons très clairs, écrire en appuyant sur la pédale de frein, c'est ne pas écrire. Écrire en tenant compte des préventions de son époux ou de ses moutards, c'est ne pas écrire. Écrire en respectant trop la loi du moment, c'est ne pas écrire. L'abus de jeunesse est recommandé. Pour moi, une grande romancière qui est maître de son style ne doit pas être trop maîtresse de ses nerfs. Si tu désires rester au bord de toi, fais autre chose. Vous pouvez jouer au Scrabble, vous pouvez jouer au poker, vous pouvez aller faire du vélo, mais ou faire de la pâtisserie. Mais la littérature, pour moi, ça doit être l'endroit où tout se dit et s'écoute, surtout l'indicible et l'inaudible. Au fond, plus vous irez vers votre part d'indicible, d'inavouable, d'inaudible, plus votre texte va vibrer. Soit un merveilleux attentat contre la tranquillité des autres. Une écrivaine vivante doit être un inconfort stimulant, une intranquillité féconde pour le siècle, une femme question. N'apprends pas à être trop modéré ou à transiger, et la vieillesse ne te frôlera jamais. Quand vous lisez Le diable au corps de Radiguet, c'est une transgression merveilleuse. Quand vous lisez un chef-d'œuvre comme Lolita, je pense que Lolita aujourd'hui serait un livre interdit. C'est un livre parfaitement immoral, parfaitement scandaleux, parfaitement condamnable, mais le livre est prodigieux. Jusqu'où a-t-on le droit moral de réutiliser le matériau de sa vie réelle et surtout l'histoire personnelle des autres? Un bon conseil, pille tout le monde avec délice. Ne sert que la littérature. Si tu ne veux pas servir la littérature d'abord, fais autre chose. Donne des cours de morale, fais des sermons. Ça n'est pas le lieu de la morale, c'est le lieu de la vérité, de la psyché humaine. C'est l'endroit assez unique, la littérature, où la vérité profonde des êtres doit pouvoir s'esbaudir en liberté. Tous les grands textes, pratiquement, posent des questions morales considérables. Si vous lisez Les Liaisons dangereuses, ce sont des personnages infâmes, je veux dire, d'une perversité épouvantable. Mais simplement, c'est la vérité de cet auteur-là. Et il nous fait voyager jusqu'au bout de la manipulation de ces deux voyous sentimentaux que sont Valmont et Madame de Merteuil. Il ne s'arrête pas en chemin. Il ne se dit pas « que va-t-on penser de moi ?» Sert d'abord la littérature et elle seule. Elle est le siège de la liberté intégrale de notre espèce, afin que le psychisme humain, comprimé par les usages, siroté par les religions et vissé par des lois de circonstance, est un lieu de grandes vacances. C'est un endroit de grandes vacances. Les écrivains sont simplement des gens qui décadenassent des praticiens de l'évasion impossible. Quand on a l'orgueil d'écrire en femme libre, il est sain de choquer les placides, sain de provoquer la colère des déjà morts, sain d'être critiqué par des mous, sain de se comporter en formant des familles, en malheureux à gifler, louable d'être une pirate du cœur. Et puis il y a une liberté qu'il faut à tout prix prendre, c'est la liberté par rapport au réel. Vous n'êtes pas obligé de rendre compte du réel. Mettez-vous dans le crâne que Balzac, qui décrit la société française, n'a rien vu. C'est un mec qui écrivait à longueur de journée, il sortait très très peu dans la rue. Il a quasiment tout réimaginé. Et aujourd'hui, quand on décrit la société française de cette époque, on dit oui, un notaire balzacien, un personnage balzacien. Mais ce mec était enfermé dans un bureau toute la journée et toute la nuit. Il a quasiment rien vu. Quand Chateaubriand a écrit des scènes inoubliables sur l'Amérique, il n'y a pas été. Lorsqu'il décrit la retraite de Russie, ce sont les plus grandes pages écrites sur la retraite de Russie,
avec les pontonniers qui se font geler pour faire des piliers, pour que l'armée puisse passer, il n'y a jamais foutu les pieds. Il a pris des libertés absolument incroyables. Vive les fabulateurs de haut génie. Quand Stefan Zweig écrit des biographies, qui sont des biographies chefs-d'œuvre, mais il prend les libertés du romancier. Il n'est pas exactement dans le cœur, dans la culotte, dans le rêve, dans le cerveau de Marie-Antoinette. Eh bien, pourtant, dans le livre, il y est. En prenant d'extraordinaires libertés. Il reste romancier avant tout. Lisez son Magellan. Évidemment qu'on ne sait pas à quoi pensait Magellan dans son bateau, mais Zweig se donne cette liberté-là. Si vous avez lu La promesse de l'aube de Gary, Gary raconte à un moment que ce truc extraordinaire, il dit qu'il découvre que sa mère est morte des années avant, que pendant qu'il se bat dans le ciel anglais en tant qu'aviateur, il reçoit des lettres de sa mère qui les a fait poster pour faire croire qu'elle était encore vivante. Évidemment que c'est faux. Mais ça exprime une puissante vérité sur ses rapports avec sa mère. Et au fond, il écrit sur la vérité, pas sur l'exactitude. Donc soyez toujours vrai, en étant parfois inexact, comme tous ces grands génies. Et puis, un de mes livres que je préfère est un livre qui m'a fâché avec toute ma famille. C'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle Des gens très bien, sur mon grand-père Collabo, qui était le directeur de cabinet de Pierre Laval en 42-43. Donc je ne vous fais pas de dessin. L'homme qui pilotait le cabinet du chef du gouvernement, qui était également ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, il est responsable jusqu'au cou, quoi. Il a fait fonctionner l'État vichiste. Donc c'est un livre d'interrogation, c'est un livre coup de canon. Je pense que c'est un des meilleurs de mes textes. Et d'interrogation sur ma honte. Parce que je porte le nom de cet homme. Je m'appelle Jardin, il s'appelait Jean Jardin. Évidemment, la moitié des miens m'a rayé du monde des vivants après sa publication. Bon. Mais c'est un livre qui m'a appris que c'est dans l'impensable, enfin penser, que gît le meilleur de soi. C'est quand on va voir là où on ne savait pas comment penser. Tout à coup, on se met à le penser. Et que c'est l'impubliable qu'il faut justement publier. C'était un livre impubliable. J'ai attendu d'avoir l'âge de la mort de mon père à 46 ans pour le faire. Je n'osais pas le faire avant. Parce que alors que je ne pensais qu'à ça depuis mes 20 ans. Les textes des Infréquentables ont un parfum de liberté que les autres n'ont pas. Et la littérature, après tout, n'est peut-être que la fiancée de la liberté. Donc, aventurez-vous dans toutes ces zones de vous qui sont brûlantes parce qu'elles sont vraies et qui sont un peu risquées. Secret numéro 6 de mon petit livre sur mes secrets d'écrivain. C'est peut-être le plus important. Distinguer, quand vous écrivez un roman, distinguez vraiment le sujet de l'intrigue. Il y a trop d'histoires, trop de téléfilms, trop de séries télé, trop qui ont des intrigues formidables, mais qui en réalité n'ont pas de sujet. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre la différence qu'il y a entre le sujet et l'intrigue. Le sujet est ce dont tu parles en vérité, à travers ton texte. Lorsque vous regardez Cyrano de Bergerac, ça n'est pas l'histoire d'un mec qui a un grand nez. C'est l'histoire d'un homme dont la beauté n'est pas vue. Ça, c'est le vrai sujet. L'intrigue, c'est un mousquetaire, c'est Roxane, c'est tout ça. C'est tout ce que vous voyez. Mais le vrai sujet que traite Rostand, c'est l'horreur de la douleur de ne pas être vu. Et ce qui est prodigieux, c'est que ce sujet est universel. Parce que personne n'est vu dans sa beauté. Globalement, nous ne sommes pas vus. Donc, quand il est sous le balcon et qu'il n'est pas vu, on souffre avec lui. Le sujet est beaucoup plus grand que l'intrigue. Quand j'écris un livre, un album pour gamins ou un film, j'y jette toute ma vérité avec l'obsession de distinguer donc le sujet de l'intrigue. Le sujet est ce qui prend le cœur. L'intrigue, c'est ce qui captive l'intérêt. Ça n'a rien à voir. Le sujet est ce dont je parle en profondeur. L'intrigue est ce que je donne à voir.
Quand j'ai écrit Des gens très bien, ce livre qui évoque crûment la culpabilité de mon grand-père Collabo en responsabilité le jour d'Arabe du Veldiv, il était directeur de cabinet de Pierre Laval, mais en réalité, je n'ai pas écrit sur Vichy, je n'ai pas écrit sur mon grand-père. Le vrai sujet de mon livre, c'est la possibilité de dire la vérité en famille. Donc, Des gens très bien est un livre, par exemple, qui a été lu massivement au Canada, alors qu'ils n'ont pas le même rapport avec Vichy, ils s'en foutent de Vichy, c'est pas leur histoire. Mais en revanche, le vrai sujet qui était traité, la possibilité de dire la vérité en famille, a touché d'autres peuples qui n'étaient pas intéressés par l'intrigue apparente. L'intrigue visible du livre parle de Vichy, le sujet dissimulé parle de la possibilité d'être vrai. Le sujet, c'est la raison d'être d'un texte. L'intrigue n'est que la somme des péripéties. Le sujet parle à notre psyché, à nos souffrances les plus enfouies. L'intrigue n'est que la mise en action du sujet. Le sujet répond donc à un besoin très profond, intemporel, ou une souffrance inévitable de l'être humain. L'intrigue est notre soif de divertissement. Et là, si vous faites un documentaire, c'est pareil. Est-ce que vous allez parler de ce que l'on voit, ou est-ce que vous allez traiter un grand sujet à travers ce que l'on voit? Et c'est pareil dans une BD, c'est pareil dans un livre pour enfants. Le sujet a forcément une dimension archétypale universelle, l'intrigue une dimension anecdotique. Quand j'ai écrit Le Zubial, c'est un livre que j'ai écrit sur mon père. J'avais l'air d'écrire un livre sur mon père. Et quasiment tous les critiques, j'ai eu une presse formidable, mais ils ne parlaient que de l'intrigue, ils parlaient de mon père. Ça n'était pas le sujet du livre. En vérité, j'écrivais sur la possibilité de vivre sans la peur, une aspiration archétypale qui incarne mon père extravagant dans ce livre. Donc même mes livres autobiographiques, en réalité, traitent de grands sujets. Par exemple, en écrivant Le Zubial, je n'ai gardé que les passages de la vie de mon père qui permettaient de traiter ce sujet. Je n'ai pas raconté toute la vie de mon père. J'ai gardé, par exemple, un passage où mon père faisait quelque chose d'extravagant. Quand j'étais gamin, le dimanche, quand on allait faire des courses, il ratait sa voiture devant des cabines téléphoniques en race campagne, il sortait son chéquier, il signait un chèque en blanc, il allait le foutre dans les bottins, dans les pages d'un bottin, il revenait vers moi, il y avait des bottins à l'époque, dans les cabines, il y avait des cabines téléphoniques. Il revenait, il me disait, tu vois mon chéri, si quelqu'un trouve le chèque, on est ruiné. Alors maintenant, vivons. Et évidemment, je paniquais, je disais, papa, et hop, il repartait. Il me disait, on est peut-être complètement ruiné. Vivons, goûtons l'instant. Mais une scène comme ça traite le sujet. C'est pas un descriptif de Pascal Jardin. Je traite systématiquement le sujet que porte mon père. Toutes les biographies de Stefan Zweig fonctionnent comme ça. Il y a toujours le Marie-Antoinette. Si vous lisez, ça a l'air d'être une biographie sur Marie-Antoinette. Mais en réalité, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment une fille complètement ordinaire, qui aime les chiffons, va devenir extraordinaire parce que les circonstances l'exigent. Ce qui fait que toute lectrice qui lit Marie-Antoinette, en réalité, devient l'héroïne de sa propre vie. Et Zweig lui murmure à travers la biographie, il y a en toi une héroïne puissante si les circonstances vont l'exiger. C'est un sujet immense, bien plus grand que le cas de Marie-Antoinette. Écrire sur un sujet est la seule chose importante quand tu écris. C'est la seule chose qui puisse mettre un texte à l'abri du temps et le rendre peut-être universel, intemporel. C'est par le sujet qu'un livre ou un film entre en contact avec la part secrète du lecteur. Si vous êtes nombreux à avoir vu Le Parrain, Voix des mafiosi. En fait, c'est un immense film sur la famille, pas sur la mafia, sur le fonctionnement de la famille. Et il y a tous les grands archétypes familiaux, tous les grands conflits archétypaux, c'est quasiment biblique. C'est une œuvre immense sur la famille. Lorsque vous allez voir E.T. de Spielberg, E.T. Phone Home, non, c'est pas ça. C'est un film sur l'enfance elle-même, puisqu'il n'y a que les enfants qui voient le merveilleux là-dedans. C'est un immense film sur le fonctionnement de l'enfance. Et il traite ça à travers E.T. Phone Home. Mais vous voyez qu'il y a une super intrigue, mais il y a un immense sujet qui dépasse de très très loin l'apparence. Les films de Visconti aussi fonctionnent comme ça.
C'est pour cela que Coppola, Visconti et Spielberg sont intemporels. Ils n'ont rien à voir avec des fabricants de divertissement au diapason des modes. Ces gens-là traitent les grands sujets qui agitent la psyché du singe humain. Donc, imite ces grandes cervelles. Traite avant tout le sujet caché sous ton intrigue. Et cherche bien ton sujet. Quand j'ai publié Oui, des gens très bien, oui, j'ai bien vu que même Jean-Paul Antoven, mon éditeur, était persuadé que je parlais de Vichy, alors que je ne parlais que de FMI. Et quand même Verny, lorsque j'ai publié Fanfan, se disait, elle croyait que, elle ne s'est pas rendue compte que j'écrivais sur un archétype, qui était un sujet beaucoup plus grand que ce qu'on voyait. Et je me souviens parce qu'un jour on s'est affrontés et elle m'a dit mais non chérie, ton bouquin a marché à cause du sida, les gens osent plus baiser, c'est pour ça qu'ils ont lu ton livre. Et non, la preuve, c'est un livre qui est encore lu massivement, qui sort tous les jours, alors qu'on n'est plus au cœur des années 80, des années sida, quoi. Et puis, alors c'est peut-être un peu prétentieux ce que je dis, mais je pense qu'il faut être mégalo de son œuvre, sinon il ne faut pas écrire. Il faut assumer la part de ridicule qui va avec ça. Il faut avoir cette assurance-là. Pas trop le dire en public, quoi, mais on va vous lapider. Ce ridicule-là est fécond. Vise toujours au-dessus de tes moyens. Et on en arrive au secret numéro 7. Choisis l'archétype qu'incarne le héros ou l'héroïne de ton roman. Ton personnage peut ne représenter que lui-même ou une part de la psyché humaine. Si tu regardes les pièces de Shakespeare, tous les personnages représentent un morceau de l'âme humaine, une aspiration absolument universelle. Si tes personnages ne sont qu'eux-mêmes, des cas particuliers traversés par des envies ou des souffrances non universelles, ils ne pourront pas donner vie à un grand sujet. J'ai écrit un roman qui s'appelle Le Petit Sauvage. Bon. Le héros s'aperçoit un jour qu'il a trahi l'enfant qu'il a été. Et dans tout le roman, il essaye de réveiller l'enfant en lui, et au moment où il y parvient, mon roman se transforme en livre pour enfants, graphiquement. C'est publié à l'NRF chez Gallimard, ça ne faisait pas du tout livre pour enfants. Et tout à coup, ça se transforme. La mise en page, au fond, le livre retrouve la liberté de l'enfance, y compris dans la présentation graphique. Pour moi, il a une dimension mythologique, ce personnage. Parce qu'on est tous en train de trahir le gamin qu'on a été, la petite fille ou le garçon. Et lui dit non. Donc il se comporte comme un héros grec. Je crois que c'est très important, parce que c'est ce qui fait que ce personnage m'émeut. C'est sa décision qui fait de lui le frère des hommes. Fais-moi plaisir, cher auteur en devenir. Amuse-toi à repérer dans des romans classiques ou des grands films l'archétype que véhiculent les personnages principaux. Madame Bovary, Lolita, la princesse de Clèves. Tu verras que tous ceux qui valent plus qu'eux-mêmes, que tous valent plus qu'eux-mêmes. Comme dans les pièces de Shakespeare. Tous ces gens symbolisent un désir fondamental, une souffrance inévitable. Ils vivent pour qu'un morceau de moi et de toi vive pleinement sur cette terre. Et lorsqu'on a une âme assez ordinaire comme moi, on peut, en écrivant sur des personnages archétypaux, se hisser vers l'extraordinaire. Alors qu'on est un peu sur le plancher des vaches, tout à coup, on s'élève vers quelque chose de beaucoup plus universel quand on écrit sur des archétypes. Moi, j'adore ça. Ma vanité y trouve son compte. Et puis, ça me soulage de ma déception de n'être que moi, une blatte littéraire, un sous-produit de mes rêves, un pauvre type limité. Voilà. Même pas un Pascal Jardin. Parce que je me tombe que j'écris moins bien que mon père. Et puis, je vous donne dans ce deuxième épisode de cette masterclass un dernier secret qui est très important. Écrire, c'est écrire des scènes. C'est écrire des scènes.
Et je me souviens que lorsque j'ai remis mon premier manuscrit, de mon premier roman qui s'appelait Bille en tête, à Verny, je venais de rédiger mes premières pages de prose, un déluge de considérations fiévreuses sur la vie de Virgile, le héros de mon roman. Fier de ce premier geste, et c'est dire combien j'étais prétentieux à gifler, je tends le paquet de feuilles à Verny, qui cuve sa ration quotidienne de whisky. Elle était installée dans le fauteuil club du bar en sous-sol du Pont-Royal, c'était un bar en face de chez Gallimard, et elle lit d'une traite, et la paupière lourde, elle m'assène. Chérie, le roman, c'est des scènes, des scènes et des scènes. Tes opinions, on s'en fout. Je me souviens, j'ai pris ça comme une paire de baffes. Je suis rentré bosser. Sa voix est rauque, à la fois lasse et combinatoire, la condamnation est lapidaire, salutaire. Le freluquet que je suis vient de recevoir sa première grande leçon de littérature. Laconique, mais peut-être la plus essentielle. Écrivez des scènes. Je suis reparti sur mon scout, j'ai repris le début du livre, et j'ai écrit une scène. Puis une deuxième scène, puis une troisième scène. Et mon verbiage, donc en gros, ton verbiage inspiré au sujet de la société bancale, de tes émotions sismiques et de la psychologie toxique de ta mère, on s'en cogne. On veut pas que tu nous le dises, on veut le voir. Et le voir, c'est le voir à travers des scènes. Nous, tes lecteurs, n'aurons accès à ta pensée que par des scènes vivantes, espiègles, virevoltantes, touchantes. Oublie tes considérations poignantes, le déballage de ton mal-être ou l'exposé de tes souffrances phénoménales. On veut des scènes pour dire tout ça. Ne raconte surtout pas tes émotions ou tes personnages, montre-les. Le roman, c'est l'art de montrer. Un lecteur de roman est quelqu'un qui a payé un billet de première classe pour voyager, pas pour encaisser tes petites idées. Il ou elle veut voir les scènes, y être en avant-première, bien placé au balcon. Tu dois donc avoir la modestie, que je n'ai pas toujours eue, je le confesse, de ravaler le stock de tes considérations, tes armoires de regrets et l'incroyable volume de tes gémissements. Tu n'es pas là devant ton clavier pour faire une thérapie gratuite, mais pour rédiger des scènes avec un début, une fin et un enjeu dramatique compréhensible. Ton héroïne va-t-elle liquider son violeur? Saura-t-elle qui est son père? Échappera-t-elle à la vengeance inique de sa sœur? Mais ma remarque est capitale, oui, il y a deux types de scènes, et tu dois choisir quel type d'écrivain tu veux être. Il y a les écrivains de chevalet, qui plantent leur chevalet et qui peignent. Madame Bovary, chef-d'œuvre absolu de la littérature de chevalet. Et il y a les écrivains d'entraînement, qui écrivent pour embarquer dans une vision du monde, pour donner une envie extraordinaire, comme Alexandre Dumas. Ça ne donne pas du tout les mêmes scènes. Dans quelle lignée te mets-tu? Il faut savoir que quand on est un écrivain de chevalet, on sera mieux traité par la critique. Quand on est un écrivain d'entraînement, on passera en général pour un écrivain un peu secondaire. Comme si Dumas était inférieur à Flaubert. La folie. Dumas, avec son tous pour un pour tous, tous pour un, il est l'homme de l'entraînement qui fait croire en la beauté de l'amitié éternelle. Il peut reprendre le roman 20 ans après, l'amitié tient encore. Il nous entraîne vers le positif de l'âme humaine. Si vous pouvez retrouver sur Internet la lettre incroyable que Victor Hugo a écrite à son fils à sa mort, il lui dit... c'est une lettre absolument éblouissante, parce que Victor Hugo sait très bien qu'il est tombé sur le maître de cette littérature d'entraînement, vers le côté lumineux de la vie. Moi, personnellement, je n'écris que pour entraîner, persuader, inciter, agrandir le cœur, faire enrager, catapulter vers l'audace et réveiller les tièdes. Mes scènes visent toutes à enrayer l'inertie, à décourager la mollesse d'âme, à railler les mornes habitudes. Mes scènes tentent d'être des injections de vitamines, même quand elles sont tragiques. Quelle sorte de nature as-tu? Est-ce que tu as envie de poser ton chevalet? Est-ce que tu as envie d'entraîner? Ça n'aura pas la même couleur. Et puis, allez, on ne doit pas être encore tout à fait une demi-heure. Je termine avec un dernier conseil d'écrivain. Pour écrire, il faut des mots. Je vous ai parlé de la différence entre le sujet et l'intrigue.
Si vous regardez la pièce de théâtre Antigone d'Anouilh, vous avez une intrigue qui se passe dans l'Antiquité, il y a Créon, un roi, enfin on est en pleine Antiquité, et puis il y a un vrai grand sujet, c'est que l'héroïne dit non, elle n'est pas prête à transiger sur rien, elle dit non. Et elle représente ça dans la psyché. C'est-à-dire qu'on tous, à un moment dans notre vie, on a dû faire des compromis. Et bien Antigone dit non, moi j'en ferai pas. Donc elle porte un très très grand sujet, un très grand archétype. La question du vocabulaire, un de mes conseils que je vous donne, ouvrez un carnet de vocabulaire. Et d'un côté, écrivez tous les mots dont vous aurez besoin pour l'intrigue. Si ça se passe dans le monde maritime, vous aurez besoin de beaucoup de mots. Relisez les travailleurs de la mer, relisez tous les auteurs qui vont vous goinfrer de vocabulaire pour l'intrigue, et puis retournez le vocabulaire, et mettez des mots qui vont vous aider à parler de votre sujet. Vous voyez bien que dans Antigone, il y aurait un côté bourré de vocabulaire sur l'Antiquité, et de l'autre côté, sur la pureté, la capacité à dire non, à refuser le compromis. Ce n'est pas du tout le même vocabulaire. Et un vrai conseil de fabricant, d'artisan, goinfrez-vous de mots pour exprimer votre sujet. Parce que le sujet va apparaître et irriguer tout votre texte, et vous allez très très vite faire le tour des tournures que vous avez déjà en stock dans votre esprit. Et puis, fréquentez le littré. Le littré, c'est un dictionnaire très bizarre. Il n'y a pas de définition, c'est un dictionnaire d'usage. Et moi, j'ai réappris la langue française après le bac, tout seul. Je me suis acheté un vieux littré et que j'ai stabiloté. Et qu'est-ce que j'ai stabiloté dedans? Les remarques d'usage, qui sont à la fin des définitions, enfin des petits articles. C'est comme ça que j'ai appris que continuer à boire, ça n'avait rien à voir avec continuer de boire. Continuer à boire, ça veut dire que vous continuez une action, alors que quand vous continuez de boire, ça veut dire que vous êtes alcoolique. Donc, de A à 2, il y a un changement complet de sens, de nuance. Goinfrez-vous de mots et d'usages différents des mots que vous connaissez déjà. Le littré, pour ça, est extraordinaire. Voilà. Et puis, ou écoutez à la radio les filles et les types qui écrivent, qui parlent prodigieusement. Moi, j'écoute tous les samedis matins l'émission de Finkielkraut sur France Culture. Je me fous un peu de ce qu'il dit, mais je suis souvent pas d'accord. Mais en revanche, j'écoute toujours sa musique. J'écoute son phrasé. J'écoute sa langue. Et puis, goinfrez-vous d'auteurs différents qui parlent une langue différente. Relisez Céline. Lisez San Antonio. Goinfrez-vous de mots. C'est un sport pour goinfre. Voilà. Je vous retrouve dans le 3e épisode de cette masterclass. Et j'ai des choses assez essentielles. Je vais vous parler, dans le 3e épisode, du plan. Cultura, la culture avec un grand A.